Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'était tout un point de presse du président français Emmanuel Macron, le premier depuis la débâcle, effectivement, de son camp lors des élections européennes, le premier depuis sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale française pour convoquer des élections qui culmineront donc le 7 juillet prochain à la suite de ces 2 tours. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane! Oh, Stéphane est plongé dans le noir. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. D'une part, il y a eu ce point de presse-là d'Emmanuel Macron qui a été vraiment bombardé de questions. Quand je vous dis un long point de presse, là, c'est à peu près genre 2 heures. Et pendant ce temps-là, on entendait toutes sortes de choses, puis c'est un dénouement et un développement. On n'attend pas un autre en ce qui concerne la droite, les partis de droite en France sur différents spectres politiques. Est-ce qu'une alliance entre les formations de droite était possible? On y a cru pendant un instant. Ça s'est entre-déchiré publiquement. Alors que, politiquement, on a l'impression que la gauche résiste davantage. Alors, c'est un peu ce qu'il y a sur l'échiquier devant nous. Et les choses se sont vraiment bousculées depuis les événements de la fin de semaine. Parce que le système politique n'est pas comme le système politique que l'on connaît ici, tant au Québec qu'au Canada. Mais lorsque Formation a connu vraiment une débâcle dans ces élections européennes, ce que Emmanuel Macron a fait pour saisir la balle au bond, puis peut-être un peu pour agir en guise d'électrochoc pour spécifiquement les Français, on va vous redonner la parole. On va redéclencher des élections. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Et on va, après ça, par la suite, y aller avec un système, bien sûr, comme le prévoit la France à 2 tours. Je crois qu'on a rétabli la communication avec notre ami Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Alexandre, désolé, c'est les aléas de la radio sur la route en direct cette fois-ci. Je me regarde le teint pour ceux qui sont à la télévision avec nous. J'ai l'impression d'avoir baigné dans le soleil de minuit. Ben oui. Parce que hier soir en Finlande, le soleil se couchait tard, comme aujourd'hui en Estonie, à Tallinn, où je suis arrivé. La lumière reste avec nous jusqu'à très tard et j'ai l'impression d'être un petit homard oui, t'as un beau petit rosé par le soleil. J'entendais parler de la France parce que j'ai, comme la plupart d'entre nous, les yeux tournés sur l'actualité qui s'y déroule. On a souvent dit depuis 8 ans qu'en termes de politique, les Américains nous en donnaient pour notre argent, et particulièrement un personnage que je n'ai pas besoin de nommer. Et t'es à peu près de la même couleur que lui? S'il vous plaît, un peu de respect. Lui, c'est l'agent orange. Moi, je suis l'agent rosé. OK, des parfait. couleurs. Ça va être ton nouveau surnom. Oui, en effet, parfait. Non, ce ne sera pas mon nouveau surnom pour autant. Mais de fait, beaucoup de rebondissements dans l'actualité française. Et je me faisais la réflexion hier, pour ceux qui aiment ce sport de contact qu'est la politique. Monsieur Macron, depuis dimanche, depuis le coup de tonnerre, quand il a annoncé, comme tu le disais, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est toujours une surprise, est devenu aussi, et c'est ce qui est extraordinaire, parce que on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut trouver qu'il parle beaucoup, agit peu, on peut le trouver aussi des fois inconséquent, dire adversaire une chose sans pour autant se regarder le nombril. On parlera peut-être de ça dans quelques instants parce qu'il est déjà à mettre ses adversaires du Rassemblement national dans les câbles sur la question des finances publiques, alors que son bilan, lui qui est un banquier, est loin d'être honorable. Mais on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. C'est un habile manœuvrier, de joueur dans l'arène. Il s'est placé aujourd'hui en arbitre, celui qui est à distance de tout ça, comme s'il y avait justement rien à défendre, aucun bilan, et réussit à faire éclater un certain nombre de choses. Il disait dans son point de presse, on s'est parlé alors qu'il continuait à le donner hier, ce point de presse, que les mots qui étaient en train de tomber, c'est pas
tout à fait faux, et particulièrement à sa droite, la droite plurielle, donc extrême et plus traditionnelle, parce que en annonçant la dissolution et en montrant aussi qu'il y avait à l'horizon du pouvoir pour ceux qui peut-être auraient de bons résultats aux prochaines élections législatives, tout le monde s'est mis en frais de décider si oui ou non il participait à une éventuelle coalition. Et quand je dis les masques sont tombés, c'est que toutes les ententes aussi hypocrites auprès de certains partis ou au sein de certains partis, devrais-je dire, sont tombés. La droite s'est entre-déchirée, Stéphane, là, sur la place publique. Elle se dévore, et je suis certain que M. Macron se délecte. On pourra parler de la gauche et de l'extrême gauche dans quelques instants, parce qu'il y a quelque chose qui se dessine, qu'on appelle le Front populaire. C'est un rappel aux grandes années de la gauche historique, 1936, le Front populaire avec Léon Blum. On est très, très loin de ça, particulièrement avec Jean-Luc Mélenchon, qui pour certains, justement, incarne une extrême gauche. Mais revenons à la droite, qui en ce moment s'entre-dévore, et là-dessus, je suis certain que M. Macron, lui, s'en lèche les babines, et c'est peut-être ce qu'il espérait. Parce que des extrêmes, il y aurait donc le Rassemblement national, et puis Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Or, qui était en tête de liste pour le parti d'Éric Zemmour aux élections européennes, qui, faut-il le rappeler, ne sont pas des élections françaises, mais ont provoqué un coup de tonnerre dans la vie politique française, qui était en tête de liste? Une délurée qui a pour nom Marion Maréchal Le Pen. On disait Le Pen à une époque, on le dit de moins en moins, elle a comme gommé ça. On peut parfaitement comprendre, c'est la nièce de la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, et elle a, disons, un discours qui est moins gainé que celui de Marine Le Pen, qui depuis un certain temps voit à la réputation de son parti et de ce qu'elle peut être fréquentable. On l'a déjà dit sur la question de l'Europe, le Rassemblement national n'est plus opposé. Sur la question de l'euro, on ne parle pas d'y renoncer. On a quelques années, et sur la question aussi des déclarations carrément antisémites du fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, sa fille avait pris elle continue à prendre de sérieuses distances. Et là, ce qu'on voit, c'est que la nièce, Marion Maréchal, qui a fait un bon combat aux élections européennes, a fait plus de 5%, est en guerre ouverte avec le patron du mouvement, Éric Zemmour. Elle était favorable à un rapprochement, à un front de la droite, justement pour mettre tous les électeurs ensemble et tenter d'obtenir le pouvoir. Éric Zemmour, hier soir, est sorti pour la dénoncer. Alors, ça couvait. Quand le président parlait de ce qu'allait tomber, personne qui connaît la politique française n'était pas au courant de ce qu'entre Éric Zemmour et Marion Maréchal, qui en met de large, qui s'était présenté aux dernières présidentielles aux côtés de M. Zemmour, et l'espoir, c'était qu'elle dope ses résultats. Ça n'a pas eu parfaitement cet impact. Mais politique, qui a de l'ambition, qui a du caractère, son franc-parler. Et hier, M. Zemmour, littéralement, l'a désavoué en disant que c'était une trahison de classe mondiale. Et c'était un trait d'humour, évidemment, parlait de réunification familiale, comme on le fait en immigration, comme si la partie de Mme Maréchal Le Pen avait dominé dans son ambition de se retrouver aux côtés du Rassemblement national. Puis à côté de ça, il y a la droite traditionnelle, les républicains, la droite fréquentable, dirons-nous, en tout cas celle que M. Macron accepterait peut-être de fréquenter, avec laquelle il était prêt à voter à l'Assemblée nationale, de droite fréquentable, dont le patron, Éric Ciotti, un peu plus à droite d'ailleurs que son parti, lui, super emballé, dit c'est le temps de faire un front. Nous aussi, on est capable de s'unir, parce que si on met bout à bout Reconquête de Zemmour, le Rassemblement national et les Républicains, on est à près de 50%. Son idée a mal passé, par contre. Hein? Ça a juste pas du tout passé. En fait, ils ont changé les serrures à la permanence du parti. Ils l'ont mis dehors à coups de pied dans le derrière. Déjà, il sentait que c'était peut-être un peu roussi pour lui. Il a suggéré à tous les employés de la permanence d'aller faire du télétravail hier. Puis un bureau politique, ils sont réunis, puis ils ont dit
désolé, monsieur le patron, mais ça ne marchera pas comme ça. Nous ne sommes pas prêts à être aux côtés du Rassemblement national pour la prochaine campagne. Donc, une peur bleue d'être politiquement compromis, parce que historiquement, il y a toujours eu quelque chose qui s'appelle le cordon sanitaire, c'est-à-dire que on pouvait être de droite, mais on ne couchait pas dans le même lit que le Rassemblement national. C'est le crime qu'aurait commis Éric Ciotti et une autre députée. Alors, en ce moment, résultat net des courses, on vient de commencer cette très courte campagne qui va se conclure le 7 juillet et les forces de la droite, ça ne dit rien des résultats. Hein. Tout est encore possible. Mais les forces de la droite qui, dimanche soir, se disaient, ma foi, on est en position de force, sont certainement fragilisés. Alors, est-ce que le président Macron soupçonnait les dominos qui allaient tomber? Chose certaine, je ne peux pas dire qu'il a été inspiré, parce qu'encore une fois, on ne peut pas prévoir les résultats, mais il a eu un effet sur l'appareil politique que des mois de tension n'avaient pas réussi à avoir. Puis à côté de ça, ou en face de ça, il y a la gauche qui se coalise avec ce front populaire. Et là aussi, on voit qu'il y a des ambitieux qui bagarrent pour être peut-être, s'il fallait qu'ils réussissent à chercher une pluralité de voix, sinon même une majorité, on voit que ça bagarre pour savoir qui pourrait être l'éventuel premier ministre. Éternellement, Jean-Luc Mélenchon, qui en France a été beaucoup discrédité, montré du doigt parce qu'il serait antisémite, parce qu'aux côtés des Palestiniens depuis le début, il n'avait pas suffisamment dénoncé les attentats du 7 octobre. Alors, c'est lui aussi un personnage pour plusieurs infréquentable. Pourtant, à gauche, on fait taire la dissension, puis on se dit on ira au front ensemble, puis on se distribue les différentes circonscriptions pour justement présenter un front uni. Est-ce que ça sera suffisant pour passer devant la droite? Doute. Ce qu'il faut aussi retenir, et qui n'a pas été beaucoup dit, c'est que M. Macron a confirmé hier en point de presse que quoi qu'il arrive, il serait le président de la République le 8 juillet, sinon le 9 juillet. Puis on peut le comprendre parce qu'il y a quand même des Jeux olympiques quelques semaines, quelques jours après, puis on peut aussi en parler parce que personne, je serais un peu soucieux du party qu'ils attendent depuis si longtemps dans un lendemain électoral qui pourrait être chaotique. Donc, M. Macron a confirmé que lui sera président, qu'il irait au bout de son mandat. Il reste 3 ans. Mais les électeurs, dans un premier sondage qui est apparu sur l'air, disent à hauteur de 57% que si le parti de M. Macron devait être défait aux prochaines élections législatives, il devrait lui aussi démissionner 57%. Et ce qui est le plus, je ne sais pas si c'est surprenant, mais révélateur, c'est que ce score, mauvais pour lui, est encore élevé chez les jeunes qui estiment en plus grand nombre qu'il devrait démissionner si son parti ne l'emporte pas. En attendant, c'est la belle affaire parce que, je disais, il s'est positionné comme l'arbitre d'un match dans lequel il est aussi un joueur essentiel. Il est déjà à décrédibiliser le plan économique du Rassemblement national qui n'a pas été tout à fait d'ailleurs défini. On est dans le flou artistique. Alors qu'il a un passif monstrueux, le déficit en France. Alors, on a beaucoup râlé au Québec sur notre déficit. 11 milliards, si ma mémoire est bonne. Le déficit en France, 154 milliards d'euros pour l'année 2023, 5,5% du PIB. Et ça, c'est un banquier, parce qu'il faut se souvenir qu'avant d'être ministre et président, M. Macron était un banquier, a toujours fait valoir qu'il était le plus apte, compétent pour protéger le pécule des Français. Puis là, on est comme dans une campagne référendaire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître au Québec. Mais en 95, c'était quoi? C'était la stabilité. Vos pensions seront protégées si vous votez pour le Canada. Et c'était exact discours de la part de M. Macron qui dit attention, si vous voulez stabiliser les choses, si vous avez des sous, si vous avez des pensions, si vous avez de l'épargne, il faudra penser à voter pour la République, pour des gens responsables, parce que sinon, ça pourrait vous coûter très cher. Et il en veut pour preuve que depuis dimanche de dissolution, le taux chargé sur les obligations françaises de 10 ans a monté de plusieurs points par rapport aux obligations allemandes. Alors il dit, vous voyez, l'insécurité, le chaos, c'est ça. Mais l'insécurité, le chaos, c'est un peu lui qui l'a provoqué. On comprend pourquoi. Puis il est capable, à
de ça, on passe sur notre bilan, nos finances, on n'en parle pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des risques que vous courez si vous votez pour le Rassemblement national, qui, d'ailleurs, s'est fondé et est en contradiction avec ses éventuels alliés des Républicains, qui, eux, sont contre l'idée de réformer les pensions, alors que le Rassemblement national, très ben, savez-vous, à 60, 62 ans, peut-être qu'on va vous donner des pensions, alors qu'évidemment, c'est tout à fait irréaliste dans le contexte des finances publiques. Fin de mon cours magistral, une fois encore, Alexandre, mais c'est tellement capoté. Ben, c'est clair. Moi, j'ai hâte de voir, est-ce que ce sera la bohème au lendemain de ces élections-là? Le 8 juillet, donc au lendemain de ce deuxième tour-là, quel sera le climat social? Stéphane, tu disais que tu es à Tallinn actuellement, la capitale de l'Estonie. Tu étais en Finlande il n'y a pas longtemps. Il y a une proximité avec la Russie. C'est un beau prétexte pour parler aussi de l'arrivée de la Finlande dans l'OTAN. Est-ce que, en ce qui concerne la sécurité collective, c'est une bonne chose? C'est une question extrêmement complexe que je laisse ouverte parce que ça vaudrait peut-être la peine qu'on y revienne. Mais c'est vrai qu'on est aux frontières ici de l'Empire russe, que ce soit dans les pays baltes ou que ce soit en Finlande. Et on s'est tous réjouis il y a un an que la fin des rangs de l'OTAN, ce qui signifie par ailleurs collectivement que s'il fallait qu'il arrive quoi que ce soit à la frontière de la Finlande, on serait automatiquement engagé dans un conflit contre la Russie. Pendant de très très longues années, à l'époque de la guerre froide, on parlait de finlandisation, c'est-à-dire de cette idée que la Finlande était non pas servi, mais avait accepté de façon autonome en signant un traité de paix après avoir été envahi par l'URSS au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais avait accepté au terme de la guerre une espèce d'entente où il se disait neutre et avait l'intention de le rester. Alors, ça a souvent été associé à de la satellisation, comme si c'était les vassaux de l'URSS. Or, pas du tout. La Finlande a toujours eu une armée extraordinairement vigoureuse. Ils en ont fait la preuve quand l'URSS les a envahis. Et pendant toute la période de la guerre froide, c'était un pays non aligné, qui était évidemment, qui avait les deux pieds à l'ouest, mais qui jamais ne fait partie de l'OTAN et qui était, pour les Russes, je dirais, une bouchée difficile à avaler ou à concevoir avaler. Justement, il y avait une armée costaude. Et la question qu'on peut se poser, qui est un peu provocante, c'est est-ce qu'on s'est collectivement liés en acceptant, puis du point de vue des Finlandais, c'est une très bonne idée de les faire joindre l'OTAN, mais aussi est-ce que à terme, parce qu'on aura à se poser des questions sur un règlement peut-être en Ukraine, est-ce que ce qui a été la solution de la Finlande après la Deuxième Guerre mondiale, la finlandisation, c'est un mot qui était souvent considéré comme à prendre avec des pincettes, mais qui a permis aux Finlandais de vivre très, très, très bien à côté de la Russie sans jamais être sous la botte. Est-ce que la finlandisation pourrait être une solution pour l'Ukraine si on voulait chercher une solution de paix? Pour l'instant, évidemment, ni les Américains, ni l'ensemble des alliés de l'Ouest sont dans ce registre-là. On veut absolument gagner ou être en position de force pour négocier avec la Russie. Mais donc, à terme, quand on va se retrouver à une table de négociation, neutralité active avec un pays qui pourrait avoir une armée redoutable, mais pas liée nécessairement à l'Occident, et capable de faire en sorte que les Russes y penseraient à deux fois avant d'y retourner. Est-ce que c'est une solution? Ça vaut peut-être la peine d'y penser. Avant qu'on se quitte, Stéphane, qu'est-ce que tu nous réserves à Contact cette semaine? Ben, c'est bientôt, c'est peut-être le dernier épisode, je dis peut-être parce que je vais peut-être en faire un la semaine prochaine à Paris, mais pour notre saison, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, oui monsieur, Amin Malouf, grand Libanais, exilé depuis 48 ans, qui se préoccupe beaucoup, beaucoup de l'avenir du monde. Je parlais justement de la fracture ici entre la Russie. Je te propose un court extrait pour se mettre en appétit. Moi qui espérais que le monde allait vers plus de démocratie, plus de liberté, plus de débat, plus d'universalisme, je n'ai pas aujourd'hui le sentiment que nous allons dans cette direction. Je ne pense pas que l'avenir sera fait comme je l'espérais dans ma jeunesse, d'une extension à l'infini de la liberté, de la prospérité. Alors, évidemment, c'est pas la meilleure façon, la plus joyeuse d'entreprendre notre week-end ou de fermer notre saison à nous deux, mais c'est un éternel optimiste, c'est un grand sage. Je recommande vivement de l'entendre parce qu'il nous aide à mieux penser, mieux réfléchir. Alexandre, pour nous, c'est la fin de la route pour l'instant. J'espère qu'on se retrouve à l'automne. Ben, c'est un souhait qui est partagé, mon cher. Merci, Stéphane. Salut. Ça a été un bonheur de tous les instants. C'est vrai. Salut, mon cher.